Bienvenue à cette soirée qui sera sous la forme d'une communion, c'est-à-dire l'union de plusieurs personnes vers un élan commun, la paix permanente. Je vous demande d'accueillir mon témoignage fraîchement exprès. Donc, la rencontre est une rencontre sous forme de questions-réponses. Quoi? Je propose que les personnes qui ont des questions lèvent bien la main pour qu'on leur apporte les micros. Voilà, il y en a une déjà. J'aimerais que tu nous parles du problème de l'attachement. Est-ce que tu veux préciser? Alors, est-ce que c'est pas l'une des émotions qui est la plus forte avec la peur de mourir, la peur de disparaître? Alors, je te pose ça de façon très concrète. J'ai ma mère la semaine dernière, 85 ans, qui sous mes yeux a dévalé un escalier et a atterri sur la tête. Moi, je l'ai vue morte. Et ça, forcément, ça fait monter. C'est touchant. C'est touchant. Donc, ça fait monter quoi chez toi? La peur de la perdre, donc problème d'attachement. Alors, il y a des disciplines où on nous dit il faut sortir de l'attachement, Est-ce que tu pourrais juste rester avec cet événement qui est touchant pour un être humain? Au lieu de te dire « Ah ben, je suis touchée, j'ai peut-être un problème d'attachement et je devrais méditer là-dessus pour arrêter d'avoir un problème d'attachement. » C'est une caractéristique de l'être humain, d'être touché. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un attachement exagéré ou pourquoi c'est problématique? Tu le racontes et c'est touchant. Mais c'est problématique parce que ça renvoie quand même à tout un tas Enfin, ça fait monter tout un tas de choses. Chez toi? Oui, chez moi, toi, ça fait monter des émotions qui sont quoi? C'est certainement pas l'attachement. L'attachement, ça fait monter quoi chez toi? Mais tu dis que forcément un jour il faudra faire avec ou sans, selon la façon dont on envisage les choses, hein, et que ce ne sera pas évident. Et puis derrière, ça te renvoie à ta propre disparition. Forcément. Non, mais c'est pas une nouvelle très fraîche.
qu'on disparaîtra. Mais tu sais bien qu'on passe notre vie à essayer de l'oublier et dans des moments comme ça, on se le reprend juste en pleine face, directement. Et c'est parfait, parce que ça va arriver. Donc, c'est même naturel. Donc, c'est la peur qui est montée chez toi. Et tu fais quoi quand l'émotion arrive? Ben, je pleure. Oui, parce que ça a enclenché, cette prise de conscience a enclenché une forme de deuil. Le mot est trop fort, mais de renoncement. Je sais que je n'aurai pas ma mère toute ma vie près de moi et qu'à un moment donné, il faudra faire sans. Et donc, oui, voilà. Tu dis, enfin, je ne sais pas si on peut se préparer à ça, mais tu y penses déjà dans ta tête. En disant que ça arrivera, oui. Ben, ça arrivera et tu ne sais pas quand et tu ne sais pas comment. Et ça t'amène la peur face à l'inconnu. Et la peur face à l'inconnu t'amène à la vulnérabilité. Et l'invitation que je te fais est vraiment de rester avec cette émotion. C'est vraiment pas compliqué l'invitation que je fais. L'invitation, c'est de laisser l'émotion se déraciner elle-même. Donc, de ne pas intervenir. Parce que c'est quand même impressionnant de voir que l'être humain naît et meurt et que ça nous surprend encore. Si on est terrorisé par la mort, c'est parce qu'on est identifié au corps. Donc, on a l'impression qu'à la mort du corps, la vie meurt. Madame? Oui, alors, cet attachement à la vie, moi j'ai dans votre... Cet attachement au corps. Au corps, oui. Ouais. J'aimerais savoir la vie sans... qui n'est plus un rêve. Voilà, c'est... Simplement une question de perception. On s'identifie à un personnage qui rêve et on croit que c'est nous. C'est simplement une question d'identification. De quoi est fait le personnage que l'on croit être? Il est fait des vieilles émotions refoulées. Il est fait de sa contrepartie, qui est le mental réactif, la petite voix qui parle dans la tête, qui n'a qu'une seule mission, c'est de nous amener dans une zone confortable qui ne dure jamais. La troisième chose qui fait le personnage est l'identification au corps. Donc, on est identifié à un personnage et l'on prétend c'est moi. C'est simplement une erreur.
d'identification. C'est pas un grand drame, c'est juste une erreur d'identification. On passe notre vie à vouloir améliorer le personnage que l'on croit être, à le guérir, à le changer, à en faire un chercheur spirituel. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier dans notre... Ça vient plus seul, ça? On l'a déjà assez fait, on l'a déjà assez modifié. On part de là où on est dans cet instant. L'invitation que je fais, tout le monde est capable de le faire. Je l'ai fait, tout le monde est capable de le faire. C'est pas un mystère. Ça ne demande pas de faire partie d'une lignée. Ça ne demande pas d'avoir compris intellectuellement des paquets de livres. Le personnage ne le comprendra jamais. Comprendre et saisir le sens, évaluer, comparer et arriver à une conclusion. Alors, est-ce que ça serait par le silence? Qu'est-ce que le silence? Le silence n'est pas l'absence de bruit, mais c'est l'absence du personnage que l'on croit être. Donc, est-ce que le personnage que l'on croit être peut s'inventer un silence artificiel et prétendre être en silence? Bonsoir. En fait, quand on écoute ou qu'on lit le bouquin, tu parles toujours donc d'avoir cette posture de témoin par rapport à ce qu'on est en train de vivre émotionnellement. Et en fait, pareil au niveau des conditionnements, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, des habitudes qu'on a. Les habitudes, les conditionnements sont associés aux vieilles émotions qui sont encore dans l'inconscient. Alors, la question, c'était en fait par rapport à ce que j'ai observé en moi. En fait. Je m'aperçois qu'il y a des espèces d'autoroutes comportementales, un peu comme des sillons tracés, une personnalité, je ne sais pas comment ça fait ça. Des chemins qui se neuronales, prennent. quoi. Et en fait, je me demandais dans quelle mesure il y avait quelque chose à faire en amont, parce que en même temps, t'arrêtes pas de dire qu'il n'y a rien à faire, qu'il y a juste à observer dans l'instant, mais est-ce que, je sais pas, quand on lit certains bouquins bouddhistes, par exemple, ce genre de choses, on a l'impression qu'ils cherchent à reconditionner les gens d'une manière. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de fourguer des nouveaux comportements aux gens. Et est-ce que toi, tu penses qu'il y a quelque chose à faire en amont des comportements, en amont des émotions, ou pas du tout? Pas du tout. C'est déjà assez comme ça. Donc, l'invitation que je te fais, c'est de laisser l'émotion monter. Et quand tu la sens, parce que tu sais quand l'émotion arrive, je t'invite à la laisser évoluer et à lui dire évolue. Je t'invite à voir qu'est-ce qui arrive avec le mental réactif quand une émotion se déploie et que tu te sens pas bien.
En fait, les conditionnements, les croyances sont associées à l'émotion. Donc, laisse l'émotion se déraciner. À chaque fois que l'émotion se présente, elle toque à ta porte et elle te dit « Hey, je veux sortir de là ». C'est naturel. Et une émotion va drainer multiples conditionnements et autoroutes, comme tu dis. Après, ça peut être des conditionnements tout simples dans la relation, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Le fait de parler beaucoup, le fait de partir dans les mêmes sujets de conversation de manière récurrente, ou d'avoir des préoccupations, ce genre de choses, quoi. Alors, il y a un moment où on a un peu marre, quoi. On le voit. Pour l'instant, on voit qu'on est en train, pour la énième fois, de... Ben, t'en as marre parce que c'est pas frais, parce que t'es pas en contact avec le vivant, t'es en contact avec une histoire qui est morte. Donc, un mort, c'est pas frais. Et c'est ce que tu ressens. L'impression de ne pas être au bon endroit, l'impression de quelque chose qui est faux. Donc, est-ce que le personnage a besoin de nouveaux conditionnements? Est-ce qu'il a besoin d'une thérapie pour être plus fort? On a envie de le convaincre, quoi. Le personnage, d'une manière de arrêter ses conneries, quoi. En fait, le prendre sur le vif et voir comment il fonctionne va le tuer. Alors la difficulté, ça consiste à garder la posture du témoin, mais dans la relation, ce qui n'est pas évident. Pourquoi? Alors, autant quand on est tout seul et qu'on sent bien une émotion, etc., ça peut... Mais quand il y a une émotion, par exemple, et qu'on doit en même temps gérer une conversation ou gérer une situation, c'est pas forcément confortable. Ben, c'est pas grave. Que le personnage trouve que c'est pas confortable, c'est pas dramatique. Vraiment, c'est dans la vie de tous les jours et dans les relations que c'est le plus facile de te voir. Et est-ce qu'au moment où on se voit, en fait, il y a des ajustements, enfin, parce que c'est vrai qu'il y a la posture de se voir. Des fois, on a un peu l'impression d'être en prise directe, et puis que ça sort tout seul. Alors on se voit, ça continue à sortir, on a envie d'ajuster, mais on ne sait plus trop s'il faut contrôler quoi que ce soit ou pas, ou s'il faut juste lâcher les ballons, quoi. Je sais pas comment dire. Ce n'est qu'une impression. Laisse faire. On a vraiment la croyance qu'une émotion peut nous blesser encore plus, peut faire de nous quelqu'un qui n'a pas de contrôle. On a peur de l'émotion. J'avais peur que l'émotion me tue. C'est pas compliqué. Je me disais, si je la ressens encore, je vais mourir. Et je le croyais. En fait, je me trompais simplement. L'émotion, elle veut terminer sa route. Elle ne veut pas t'en remettre une autre couche, elle veut juste terminer sa route. Et ne me crois pas, ne crois personne. Fais-le toi-même. Tu es absolument équipé pour le faire. Tu es d'ailleurs le seul à pouvoir le faire. Le rêve est individuel, l'arrêt du rêve est individuel. Vouloir marcher dans les pas de quelqu'un appartient encore au personnage qui recherche la sécurité. C'est beaucoup moins compliqué que ce l'on s'imagine. À chaque fois que tu essaies de changer, tu brouilles le miroir, tout simplement. Qu'est-ce que tu cherches?
dans ta quête? Qu'est-ce que tu cherches? Une paix, la paix, simplement l'impression que tout seul c'est facile. Dès que, voilà, dès qu'on est dans la relation, dès qu'il y a certaines situations. Après, il y a le fait que des émotions qui sortent avec le public. Ça, c'est vraiment un truc de français, je te jure. Les Français ne peuvent pas laisser sortir leurs émotions à table. Ni au travail, ni dans la vie, ni devant les autres, parce que je trouve ça très drôle. Laisse faire. Tu veux le contrôler, laisse faire. Ah, mais après, si c'est de la colère, par exemple, si c'est des choses comme ça. OK, la colère, encore, c'est toujours ce truc. La colère. La colère, c'est simplement une contraction. Laisse-la sortir. Tu as l'impression de quoi? Que tu peux tuer quelqu'un? Non, mais on peut, si c'est avec son voisin, on peut créer un karma bizarre après. OK. Le karma appartient au personnage que l'on croit être. L'invitation que je te fais est de contacter le vivant ici, maintenant. Parce que le karma sert à quoi? À alimenter ta culpabilité. Non, ce que je veux dire, si je laisse échapper ma colère et que je vis à côté de la personne en question, peut-être qu'il va me détester, ça va être un système, des relations compliquées. Non, mais c'est sortir, c'est pas. Je t'invite à faire quelque chose qui est de la nature de l'enfant. Parce qu'on dirait bien que l'adulte ne comprend pas. Donc, je t'invite à faire quelque chose qui est vraiment pour un enfant. C'est-à-dire pour un enfant qui a un cerveau qui absorbe l'information et qui ne la trie pas. Il l'absorbe juste pour la curiosité d'apprendre. Et non pas pour s'en servir, et non pas pour être en compétition. Simplement, l'enfant absorbe l'information. Ce qui doit être conscient le deviendra. Ce qui doit rester inconscient le deviendra. Est-ce que tu peux laisser une chance à la vie? Alors, je t'invite à faire un exercice simple. Ouvre un robinet à l'intérieur de toi. Là, je vais faire le bon geste parce qu'on m'a dit hier que quand je dis ouvre le robinet, je le ferme. Donc, ouvre-le maintenant, au maximum que tu peux. Et reviens ici avec moi. Et je t'invite à oublier que tu l'as fait. Donc, tu n'es pas en train de doser quelle émotion va sortir, comment, à quel moment, pas à table, pas au travail. C'est fait. On n'en parle plus. C'est terminé. C'est fait. Ça fait de l'espace pour que les émotions terminent leur route. Sinon, tu continues à avoir un modèle émotionnel d'enfant. Et tu n'es plus un enfant. Donc, tu ne peux pas te sentir à jour quand un nouveau sentiment arrive. Il y a toujours la vieille émotion qui saute en première ligne et qui s'accapare de l'événement et l'interprète selon ton histoire personnelle. Et si en pensant que l'émotion ne devrait pas s'exprimer dans telle et telle condition, et si en pensant comme ça, tu te trompais,
et que tu ne faisais que nourrir cet enfermement. C'est évident que c'est ça. Quoi, Philippe? Laisse un petit peu le micro, s'il te plaît. Comme ça, tu comprends? Cool. J'avais une question à vous poser. Vous avez dit qu'on a du mal à parler de la mort, c'est vrai, mais on a du mal à parler de la sexualité aussi, on a du mal à parler de notre intimité, au même titre. Alors que pourtant ça génère une énergie puissante en nous et en l'autre. J'aurais voulu comprendre pourquoi beaucoup de gens, moi compris, avons du mal à dévoiler ça, à dévoiler une part puissante de nous-mêmes. Sous couvert je sais pas, de peur, de crainte, de rejet, de autre, alors qu'au contraire, c'est une des plus belles choses qui nous unit les uns aux autres. Dans un acte d'amour, puisqu'on parlait de la mort et de la vie, et... Mais tu ne peux parler que de toi. Tu ne peux parler que de toi. On interprète la sexualité avec beaucoup de romantisme. La sexualité qui est totalement naturelle. Souvent, les gens vont me demander est-ce que tu as une vie sexuelle? Le monsieur qui me dit un jour, dis-moi immédiatement si tu as une vie sexuelle. Parce que si j'en ai pas, moi je chante ici. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire, la sexualité, pour aimer? C'est pas nécessaire. Mais c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. On se raconte une grande histoire avec ça aussi. C'est naturel. Ça sert à la reproduction en premier. L'instinct de s'accoupler, c'est d'abord un instinct qui est l'instinct de reproduction. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans aussi une invitation à une profonde introspection à deux? Il arrive quoi quand la libido est plus là? Mais il arrive quoi? La personne, elle n'a pas cette invitation. Ça se transforme, la sexualité, tout au long de la vie. Mon petit-fils a 3 ans, il est en amour avec un colibri. Tous les matins, il se réveille, il va voir un colibri, mais c'est une communion entre êtres vivants. Pour reprendre la première question, l'autre jour j'étais à la crémation de la mère d'une amie
je suis arrivé un peu les mains dans les poches en disant cette fois-ci je vais pas me faire avoir. Et la première chanson qu'avait choisie cette année était une chanson de Nina Lunet, qui s'appelle Une mer et Vlan. Au bout de 2 secondes, j'étais total en larmes. Heureusement, il y avait une voisine qui avait un Kleenex. Heureusement que les gens t'ont pas trop vu. Est-ce que c'est interdit de pleurer? Non, mais j'étais pas la seule. Hein. J'ai vu que l'Assemblée était traversée d'émotions. Bon, bref. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une douleur très aiguë. La douleur de la séparation qui m'a rappelé la mort de ma mère, bon, la souffrance de cette année, tout cela à l'Assemblée, la plupart des gens pleuraient, quoi. C'était très bien fait pour ça. Bref. Ensuite, évolue la solitude. L'émotion de solitude, je suis séparé, j'ai perdu ma mère, bon, les enfants. Je suis séparé, je suis seul, et donc là, le personnage, il devient frénétique. En disant, oh là là, il faut vraiment que je me libère, parce que sinon, c'est pas cool. Je vais mourir. Et je vais mourir de façon très émotionnelle. Donc, à ce moment-là, je cherche la libération pour avoir un confort. Et c'est la meilleure façon d'échouer. Mais je ne peux pas faire autrement. Enfin, le personnage ne peut pas faire autrement. Est-ce que tu peux voir que c'est le personnage qui a une impression et ne pas te monter une histoire avec ça? Le personnage n'a que des impressions. Et ce truc de solitude, c'est trop paradoxal. Les gens qui viennent dans les rencontres, habituellement, visent l'unité. L'unité, c'est seul, c'est un. C'est trop drôle, ce truc. On veut l'unité, mais à plusieurs. C'est trop drôle. C'est intéressant de regarder ça. Donc, c'est le personnage qui se sent seul et isolé. Il a bien raison. Mais il n'y a pas matière à se monter une histoire de plus avec ça. Il ressentira la solitude. Est-ce que tu pourrais pas te dire que le personnage, chez le personnage, que tu crois être la solitude est de passage? Et ça va passer. Parce que rien ne reste. Ça va passer. Tu te sens pas seul tout le temps. Tu te sens pas joyeuse tout le temps. Tu te sens pas triste tout le temps. Oui, enfin, globalement, c'est pas la première fois que je te pose cette question. Hein. C'est vrai. Incroyable. Globalement, les émotions qui se déracinent, je dis non, ne sont jamais déracinées. Je suis sorti de la crémation en disant, bah dis non, pour une émotion déracinée, elle est bien là. Mais attends, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Qui t'a dit que c'était le déracinement d'une émotion? Tu as décidé ça à un moment donné? Non, c'est toi qui dis l'émotion à un moment, si tu les laisses à course, elle va se déraciner. Persiste. Je trouve ça cercueil alors. Et quand l'émotion se déracine, tu constates qu'elle t'a quitté. Mais je le constate rarement. Et non pas que tu es là en train de contrôler le débit, le rythme et de te dire non, mais j'ai versé 8 larmes et l'émotion n'est pas déracinée. C'est quoi ça? Je ne dis pas ça. Mais t'attends quoi? D'avoir le cœur léger, on va dire en toute simplicité, je pense que quand l'émotion. Enfin, peut-être, moi je me dis quand les émotions sont parties, on a quand même le cœur léger. Donc si j'ai pas le cœur léger, j'ai l'impression. C'est quoi ça, le cœur léger? C'est une impression agréable. OK. Donc, c'est une impression agréable. De participation, juste le vent, le temps, les gens, tout est OK. Enfin, ça... Tout est OK selon tes critères. Et surtout, c'est le silence intérieur aussi. Oui. Alors, je peux te dire, et ce que je te dis, c'est vraiment un message d'amour. Il ne restera rien de toi. Rien. Pour cette paix permanente. Tu veux dire, c'est pas moi qui la ressentirai. Il ne restera rien de toi. Mais c'est OK. C'est pas un choix.
Est-ce que tu veux dire que malgré tous mes efforts pathétiques, je n'ai aucun contrôle là-dessus? Absolument. Et c'est une bonne nouvelle. Le personnage ressentira le désespoir. C'est une grâce de toucher au désespoir du personnage. Ça laisse la place pour la vie. Est-ce que tu n'es pas fatigué de contrôler? Ah ben j'en peux plus. Pendant ce temps, pendant que tu essaies de t'en sortir, de toucher à un corps léger, pendant que tu essaies de contrôler les émotions, pendant ce temps, les fleurs poussent. Et toi, tu n'es pas en contact avec ce qui arrive dans le jardin qui est la vie. Mais ton attention est complètement sur ton histoire. Et ton histoire, c'est l'histoire d'une drama queen. Oui, mais tout le monde a ça, tout le monde a ça, québécois, français. Tout le monde a la drama queen. C'est intéressant de voir ça. Quand elle arrive, elle prend toute la place et je peux le constater quand elle s'en va. Est-ce que je suis complètement identifié? Quand une émotion se déploie, il y a une identification qui se fait. C'est pas grave, ça passe. L'invitation que je te fais, c'est de ne pas trop te prendre au sérieux. Vraiment. Dans ta grande quête et dans... Et je sais qu'il n'y a que de la bonne volonté. Mais je ne donnerai pas au personnage que tu crois être un message d'espoir, parce que je t'ai vu beaucoup trop d'être humain à être humain. Mais enfin, après on laisse tout tomber, et puis on sort en sifflotant, c'est pas drôle. J'ai une question aussi. C'est sur une séparation, pas par rapport à la mort, c'est plus sur une séparation amoureuse. Que faire? Alors, j'arrive pas à comprendre, mon cerveau, il ne fait que comprendre qu'il ne comprend pas. Et du coup, ça m'empêche de vivre. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand on n'a pas d'explication et qu'on vit avec ça. Ça ne t'empêche pas de vivre parce que tu es vivant, là. Ouais, Donc, ça ne t'empêche pas de vivre. C'est pas vrai, ce truc. ça me prend beaucoup d'énergie. Ça te fait souffrir, Voilà, mais ça ne t'empêche pas de vivre. c'est un bon terme. Donc, est-ce que tu es capable de toucher à cette émotion-là? Est-ce que tu es capable de rester avec cette émotion-là? Est-ce que tu as le choix? Non. En fait, je veux comprendre, je comprends qu'il n'y a rien à comprendre. Et ça me pose un problème. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme si j'avais besoin de... Je crois que j'ai besoin de comprendre pour assimiler et pour passer à autre chose. Et si tu te trompais? Ah oui. Et si cette obsession à vouloir comprendre, parce que vouloir comprendre, c'est vouloir trouver une solution pour ne pas rester avec l'émotion. Et si tu laissais juste une petite place à la vie,
Et si la situation actuellement était précisément ce qui doit se passer, tu luttes contre une émotion qui t'apparaît difficile. Imagine une vague qui se forme dans la mer, une grande vague. Toi, tu décides qu'elle ne va pas déferler. Et à deux mains, tu pousses, tu fais une pression en disant non, 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 ça, je ne veux pas toucher à ça. Tout ce que ça génère, c'est de la souffrance. Laisse tomber, la vague va déferler. Est-ce que tu ne peux pas voir que ce que tu veux, c'est changer ce qui arrive? L'événement qui arrive, tu lui dis non, 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 c'est pas ça que je veux. Je veux pousser l'événement et je veux que ce soit un autre événement. Peux-tu juste accueillir ça? Ou juste accueillir ta résilience. C'était pas comme de ne pas pouvoir effectivement contrôler, de subir, d'être impuissant. Mais au-delà de ça, je viens justement accueillir l'émotion, c'est pas gênant, mais j'ai comme le sentiment que mon cerveau, ça ne lui suffit pas. Il cherche effectivement à comprendre et ça, une espèce de tourbillon. Ben, c'est que ton cerveau est habitué à le faire. Et on a l'impression que cette habitude qu'a le cerveau d'essayer de comprendre que c'est naturel et que c'est la seule solution. C'est pas grave de se tromper. Sinon, c'est la torture, ce que tu es en train de dire. Tu es en train de te torturer. Ce que tu vis te ramène à l'impuissance. Certainement que tu connais l'impuissance dans une situation de rejet ou d'abandon. Certainement que tu connais cette émotion. Je t'invite non seulement à rester avec l'émotion, mais à la laisser évoluer. Invite-la à évoluer. J'ai pas tellement le choix. Non, tu n'as pas le choix en plus. Tu n'as pas le choix. En fait, c'est l'émotion qui toque à ta porte et qui dit « laisse-moi sortir ». Est-ce que tu vas encore la garder à l'intérieur de toi? Laisse-la sortir. Je te le dis, lâche prise, laisse-la faire. Tu peux avoir la croyance que cette émotion va te détruire, c'est une croyance. Laisse-la faire, ça sera beaucoup plus facile que ce que tu imagines comme une catastrophe. Mais comment laisser faire, justement? Moi, j'ai l'impression de laisser faire. Tu as juste à voir qu'il y a de la résistance, puisque c'est problématique pour toi, puisque tu m'as dit tantôt, en commençant ta question, que tu avais l'impression que ça t'empêchait de vivre. C'est en essayant de comprendre que je ne la laisse pas, en fait, je la laisse pas évoluer en voulant l'intellectualiser. Et voilà, c'est là que tu la bloques. C'est la porte de sortie du mental. Je vais comprendre et trouver une solution. En fait, invite-la à évoluer. Fais-le maintenant. Tu ne vas pas remettre ça à plus tard. C'est maintenant. Ouvre le robinet. C'est une émotion qui vient de l'enfance, mon truc. Certainement. Oui.
Et je ne te demande pas de plonger dans ton histoire pour la trouver. Accueille-la maintenant. Comment elle est maintenant. Fraîchement. Et non pas dans l'analyse de... Non, fais-le fraîchement. Disons de savoir que ça vient de l'enfance, j'en doute, mais ça ne m'aide pas vraiment en fait. Pourquoi? Parce que je me doute que ça vient de là, mais je ne saurais pas identifier, Et si l'émotion n'avait pas besoin de ton aide, juste que tu sois présent, mais pas de ton aide. Parce que tu as déjà essayé d'aider et ça n'a pas fonctionné. Donc, et si elle n'avait pas besoin de ton aide, mais juste de l'espace d'être présent avec elle, juste connecter, c'est là. Ça semble facile, ça ne l'est pas. Quand l'émotion est là, on ressent l'émotion, tu la ressens comme quand tu étais enfant. L'impuissance face à ce que tu vis, tu le ressens de la même façon que lorsque tu étais enfant. Et tu essaies, adulte, de trouver une solution. L'esprit de l'espace, ça va passer. Ok. Faut qu'on laisse. OK, d'abord. Merci. C'est mieux que je regarde parce que j'ai tendance à faire parce que j'évoque des sujets qui m'intéressent. Ce que je voulais dire en premier, c'est que je suis complètement d'accord sur le fait que, à un moment donné, lorsque l'éveil se produit, il ne reste absolument rien, il ne restera rien de ce que je crois être en tant que personne. Je suis complètement d'accord sur le fait que je n'arrive pas toujours et à chaque instant à accueillir l'événement tel qu'il est, tel qu'il est. Mais ça fait quand même 30, 40, 60 ans que je cherche là-dedans. Et puis je reste toujours collé au personnage. Et c'est ça qui est qui est désagréable. Et le fait de ne pas y arriver te ramène à quelle émotion? À rechercher, à mieux comprendre et rechercher à avoir une attitude plus juste. Donc, il y a encore chez toi l'espoir d'y arriver. Oui. Oui, c'était ça. Donc, le personnage que tu crois être est devenu un chercheur spirituel Oui. avec beaucoup de vigilance et beaucoup de bonnes intentions, et tu n'y arrives pas. Donc, il y a des émotions qui est connectée chez toi. De ne pas y arriver, c'est quoi l'émotion? Est-ce que tu touches à la peur? Est-ce que tu touches au regret? Tu ressens quoi? Ce que je ressens, c'est l'impression très profonde de ne pas réussir à être ce que je devais être. Donc, est-ce qu'il y a la culpabilité chez toi? Est-ce que tu t'es pas donné une mission et que tu n'es pas capable d'atteindre cette mission? Je n'ai jamais cru que j'avais une mission. Mais j'ai toujours pensé que je devais en moi-même découvrir une réalité. C'est la mission que tu t'es donnée. Ça sous-entend que tu es à la recherche d'un personnage libéré.
Et on est encore dans la quête du personnage. On garde à l'intérieur de nous ce que moi j'avais appelé la petite fille pieuse, que j'appelais l'intouchable. Et je me disais, c'est la partie de moi qui est pure. Et c'est cette partie vers laquelle naturellement je tends. C'était Dieu en moi. Et c'était intouchable. Et j'avais l'impression que je pouvais pas connecter. Et ma mission, c'était de rejoindre cette innocence à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce que je constate que ça aussi, ça n'existait pas. Que ça faisait aussi partie du personnage que je croyais être. Et quand je l'ai vu, j'ai touché au désespoir, vraiment. Je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus de mission. Je n'avais plus rien à acquérir. J'avais plus de chemin à trouver. Je m'étais trompée. Je m'étais trompée. Et l'impression qui est arrivée avec ça était mais ça va me tuer. Je vais mourir. Ou devenir folle. Un ou l'autre, je vais mourir. C'était insupportable. J'avais oublié la part de la vie. La part, je suis québécoise, avez-vous remarqué? La part de la vie. Ça s'améliore pas. Hein. 3 semaines ici, ça s'améliore pas du tout. Oui, hier j'ai écouté une vidéo qui parle de ton parcours de vie, un témoignage, je crois que ça s'appelle. Et il m'a semblé que bon, l'abandon t'a connu, et tu l'as objectivé, je dirais, assez rapidement. Alors que moi, l'abandon, dans ma vie, j'ai senti souvent cette sensation d'abandon, et très diffuse, ça n'a pas pu être vraiment objectivé, différencié du reste de ma vie. C'est comme si c'était quelque chose. Aujourd'hui, je suis en train de recevoir, donc finalement, j'ai toujours vécu avec cette espèce de choses, sensations diffuses. Si je suis en relation avec quelqu'un, ou ça va forcément. Il y a un risque. Ça va forcément l'abandon qui arrive. En fait, ça a toujours été très pénible. Alors après, bon, je pense que ça vient maman, papa, c'est là, quoi. Alors je ne sais pas si éventuellement, toi, quelque chose de diffus comme ça, moi j'ai pas eu la réaction, j'ai jamais eu de réaction par peur de trancher. En écoutant ta vidéo, de toi je connais que ça, cette vidéo jusqu'à présent. Et je trouvais que tu étais assez. Tu me paraissais comme quelqu'un de décidé. Moi j'ai pas ça, j'ai la peur au ventre, souvent quand j'ai quelque chose à décider, j'ai peur. Donc finalement je me suis dit, j'ai toujours vivoté comme ça. Et je passe à côté de sûrement pas mal de choses de ma vie par cette peur. J'étais la plus grande peureuse du Québec. À 50 ans, je dormais avec une lumière aux côtés de moi. Et j'avais peur de tout. Je donnais l'impression d'être quelqu'un avec un caractère solide. C'est mes gènes amérindiens et mon sang irlandais qui donne cette impression. C'est ça. J'étais morte de peur. Ce malaise diffus dont tu parles était là constamment. À chaque fois que j'étais en relation, j'étais morte de peur. Si la personne que j'aime m'abandonne, je vais en mourir.
Et ma relation avec la personne était toujours pour éviter ça. Et éviter. Si ça montait très fort qu'il allait peut-être m'abandonner, je l'abandonnais avant. Tellement c'était insupportable. Oui. Donc, j'avais très peur de ça. Et je disais à tout le monde, j'ai le gène du bonheur, et malgré ce qui m'est arrivé dans la vie, je suis une guerrière, et essayez de vous approcher, vous allez savoir que j'ai des tomahawks en arrière du dos, et ça va. Et c'était n'importe quoi. À l'intérieur, je pleurais tout le temps. J'avais peur tout le temps. Je comprenais pas. Je comprenais pas cet état de survie dans lequel j'étais constamment. Et ce qui m'a fait m'en approcher, c'est que c'était devenu insupportable. Insupportable parce que j'avais des enfants, insupportable parce que j'avais pas de contact avec le vivant, je le sentais pas. C'était toujours mon histoire, et toujours ma douleur, et toujours ma peine, et ça me brûlait vivre. Et je cherchais. On a des livres chez nous. Donc j'en ai trouvé et j'essayais de trouver la solution pour ne pas que cette émotion me tue. Et c'est vraiment pas un constat instantané, hein. Ça a été des années de recherche pour en arriver à ça. Un jour, j'ai lu Le vilain petit canard de Boris Cyrulnik, un Français, qui proposait d'accueillir l'émotion. Et je me suis dit, maudit Français, comment il peut proposer d'accueillir ce qui est insupportable pour moi? Ça m'a pris 1 mois à juste me faire à cette idée. Et je n'avais pas compris le sens de l'accueil. Je me disais, je vais l'accepter mentalement, donc en l'acceptant mentalement, je devrais me sentir mieux. Et là, j'ai fait une cérémonie chamanique à ma façon, et j'ai coupé les racines de l'abandon, et je me suis dit, on passe à autre chose, c'est fini, c'est terminé. Alors l'émotion venait quand même. Mais quand elle venait, je disais à l'émotion, rentre en dedans. Boris Cyrulnik a dit que ça allait se régler, donc. Et ça a duré très longtemps, où j'étais vraiment artificielle et je refusais l'émotion. Si une larme montait, je lui disais, rentre en dedans. On ne va pas commencer à pleurer, là. Ni à table, ni devant mon conjoint, parce que je donne l'image d'une femme forte. Donc, une femme forte, c'est pas en train de pleurer. Mais en même temps, ça pleurait tout le temps. L'image que je donnais, ce que je ressentais, c'était 2 mondes. Donc, j'ai pas eu le choix de la contacter à un moment donné. Et ça me faisait peur, parce que j'étais arrivée mentalement à la conclusion que pour toucher à l'émotion, j'allais devoir perdre ou mes enfants, ou mon mari, mais il allait devoir m'arriver un choc extrême. Et j'essayais de négocier avec la vie. Je disais à la vie, OK, pas mes enfants. Je disais à ma vie, tu peux prendre un peu de santé, j'en ai beaucoup. Tu peux me briser au niveau du caractère, j'en ai beaucoup. Ça paraîtra même pas. Prends mon mari dans le dos. Les enfants, c'est un autre truc. Ça touchait l'innocence de l'enfant et qu'est-ce que c'était une torture? Juste parce que je m'imaginais ce qui pouvait arriver. Je m'imaginais et je me trompais. L'émotion, elle arrivera au bon moment, avec la bonne intensité.
Sinon, on passe 50 ans à se torturer, à souffrir. Et c'est pas de la mauvaise volonté, hein? On est vraiment en train d'essayer de survivre avec ça. Il subsistait quand même donc un instinct de survie dans cette démarche. Il y avait quelque chose qui, inconsciemment, qui reste encore accroché. C'est-à-dire? Justement, je ne sais pas. Ben oui, je ne sais pas. Quelque chose qui ne peut pas décrocher. Qui a peur de ne plus exister, de disparaître, je ne sais pas, de sorte-là. Toutes ces impressions appartenaient au personnage que je croyais être. Parce qu'en fait, je n'étais pas en danger. En plus, je vivais une situation idéale. Bon mari qui fait sa job à tous les niveaux, les enfants qui vont à l'école, ça se passait bien, la joie, la maison, les commerces, les conditions étaient remplies. En dedans, je pleurais tout le temps. Je me sentais comme au milieu de l'océan avec une bouée autour du cou. Et j'essayais d'atteindre le rivage. Et plus ça allait, plus je m'éloignais. J'essayais d'avancer, je m'éloignais. Et ça m'est apparu clairement, je ne vis pas, je ne suis pas en contact avec la vie, mais pas du tout. Je suis en survie tout le temps. C'était épuisant. Tu disais que tu avais rencontré aussi cette peur de ne plus exister. C'est quelque chose qui a disparu comme ça, quoi. Parce qu'en fait, dans cette histoire-là, il y a quand même je veux dire, ce processus, il n'est pas de notre ordre. C'est pas quelque chose qui se fait par notre volonté, par nos petites mains, etc. Non, c'est de l'abandon. Oui, voilà. Et c'est même pas nous qui le provoquons, l'abandon, c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui se produit. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que tu auras l'impression que ça peut être provoqué par toi. C'est pas grave. Que tu aies l'impression que c'est provoqué par toi ou que ça ne l'est pas, l'identification au personnage est vraiment du domaine du rêve. Et le personnage que l'on croit être n'existe pas pour vrai. Alors qu'il ait des impressions que c'est lui ou pas lui. Ben, c'est pas une évidence, quoi. J'en suis pas convaincu. Alors, c'est tout. T'en es pas convaincu? Voilà, c'est pas une évidence. Voilà, ce personnage qui se rêve, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que mentalement, t'en es pas convaincu? C'est pas satisfaisant, t'es pas convaincu. Est-ce que tu pourrais respirer l'information comme on respire une fleur et la laisser se placer à sa façon? Tout simplement. Ça, c'est de la nature d'un enfant. Tout le monde est capable de faire ça. Quelle information exactement? L'information qu'on vient d'échanger. D'accord. Ouais. Et c'est pas de la traiter ou de la comprendre, mais juste de la recevoir comme si tu respirais une fleur, sans savoir comment ça va se placer. Et c'est ce que j'appelle pour le personnage un acte d'humilité, de manque de contrôle.
recherche, que je suis dans le personnage du chercheur. Et bon, là, j'en ai vu ses limites parce que, comme un monsieur, une dame a dit là, je ne suis arrivé à rien. En tout cas, ça n'a pas arrêté les souffrances. Je crois qu'au contraire, ça les a même augmentées. Alors, le problème, c'est que je sens un paradoxe. C'est qu'en même temps, bon, je suis au fait d'identification. Je l'ai observé, je l'ai vu. Je suis au fait de la souffrance que ça provoque. Hein. Je l'ai traversé aussi. Mais en même temps, j'ai très peur de lâcher cette personne. J'ai très peur de lâcher. Ça me terrifie, quoi. Et en même temps, j'aspire, mais je suis terrifié de lâcher cette personne que je crois être. Voilà. C'est tout à fait normal, parce que le personnage que tu crois être constate qu'il s'en va vers la mort. C'est comme de s'accompagner soi-même vers la mort. Je peux te dire, c'est une impression. C'est une impression liée au personnage. Ne la crois pas, cette impression. Ça te mène en bateau. Le personnage, là où il est rendu, ou qu'il constate qu'il n'y arrive pas, le personnage va appuyer sur le bouton urgence. Et tu le ressentiras. Tu ressentiras, oh ça c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Tu ressentiras un danger pour toi. Et je te dis, ça ne l'est pas. J'ai vraiment eu l'impression de mourir. Mais j'accueillais la mort. Même si je ne savais pas ce qui était en train de se passer, je me disais, bon, je suis en train de mourir, ben mourons, parce que j'en pouvais plus de me battre. J'en pouvais plus. Merci à toi. Moi, j'aimerais bien que tu m'aides à tendre le cou à une croyance à laquelle j'arrive pas à mettre fin. Alors, le principe de la pensée positive. Si tu es positif dans ta vie, si tu dégages une énergie positive, tu amènes des événements positifs à toi, ou tu crées des événements positifs. À l'inverse, si tu es négative, dépressive, mal dans ta peau, que tu vois tout en noir, forcément, tu n'as même que des catastrophes dans ton existence. Donc, en fait, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Question. L'an passé, j'ai appris un nouveau mot avec les Français, parce que, vous savez, j'ai à peu près 500 mots dans mon vocabulaire. Chaque année, quand je viens ici, j'en apprends 2-3. Et quelquefois, c'est pas toujours très joli, ça dépend à qui les mots. L'an passé, j'ai appris le mot obsolète. Et j'essaie de le placer à quelque part. Et là, c'est vraiment un bon moment. Pour te dire que cette façon de penser qui a macéré dans le New Age est obsolète. Merci.
Mais c'est pas difficile de voir que la vie est faite des deux, le positif et le négatif. La vie est faite du jour et de la nuit, du froid et du chaud. Mais on a quand même des périodes où tu as l'impression d'avoir que du froid et que ça ne s'arrête pas, et tu te dis, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui crée tout ça pour que ce soit en avalanche C'est drôle, hein? On se demande, mais pourquoi la vie ne réalise pas mes désirs? Mais c'est quoi ce truc de vie? Pourquoi la vie ne réalise pas mes désirs? C'est intéressant de regarder qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire, mais qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire dans la vie? À un moment donné, je suis allée en Belgique. Ils sont très drôles, les Belges. Et dans la salle, il y avait un monsieur qui on parlait du livre, comment ça s'appelle? Pas le miracle, mais... Non. Le secret. Rapport sur les secrets. Non, le secret, merci. Ça commence. Donc, on parlait du livre Le Secret et il y avait une dame comme toi qui avait amené cette théorie. Et le monsieur dit, j'aimerais ça prendre la parole parce que je suis un chercheur dans la vie. Et la recherche qu'on vient de faire, qui est internationale, porte sur le livre Le Secret. Et on s'est demandé la question, qu'est-ce que les gens désirent en premier? L'être humain, qui est plein d'amour, désire quoi en premier? À 99% de l'argent. Et ça, c'était des statistiques. Donc, l'être humain désire de l'argent pour s'acheter des gadgets ou des crèmes ou des moyens d'arranger la réalité pour qu'elle corresponde à ses désirs. C'est intéressant. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je réalise que j'ai souvent pensé que l'émotion était la chose la plus auquel je devais faire face. Et en vous écoutant, je réalise que c'est pas l'émotion en elle-même. L'émotion en elle-même n'a pas de force. C'est toutes les pensées que je vais y mettre et avec. Et je réalise que je crée moi-même ma propre souffrance. C'est pas l'émotion. L'émotion ne me dit rien de particulier. Mais tout de suite, par exemple, je vais vouloir changer la réalité, et c'est ma résistance à la réalité. Et moi, je suis quelqu'un qui est pas mal dans le mental. Et je réalise que, ne serait-ce que chercher une solution au problème, déjà, accentuer le problème. Et je voulais vous remercier pour ça. En fait. Merci à toi. Merci à toi de cette façon de le dire. Ce qui est fort bien dans ce genre de soirée, c'est que la plupart du temps, les compagnons posent des questions qu'on aurait posées, et puis ça permet de donner un éclairage soi-même. Donc, monsieur disait que c'était un chercheur, et tu as dit ça provoque en toi de ne pas trouver. Donc, et moi, j'ai trouvé que c'était en fait, je ne maîtrisais pas finalement ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la douleur, c'est encore un échec, et l'émotion revient, j'ai encore merdouillé. Et comme tu fais de l'angoisse de performance. C'est ça. Et de maîtrise. Il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans. Mais ça serait intéressant vraiment que ça soit vu. Alors, j'en ai un aperçu dans cette soirée, enfin, je l'ai un peu fleuré, mais là ça m'a percuté.
Et donc derrière l'angoisse de maîtrise, enfin derrière le désir de maîtrise, il y a l'angoisse. Et la vie suivre son cours sans que j'essaie de contrôler. Et même en faisant ça, c'est encore une analyse et une maîtrise, je sais, mais je ne peux pas faire autrement. Et donc c'est quand même très difficile d'être témoin du penseur. Enfin bon, j'essaie en permanence de maîtriser. Ben, c'est parce que ça t'amène à l'impuissance. Et c'est ça que tu ne veux pas connecter. C'est l'impuissance. Et bien, je vais essayer de la connecter alors. Oui. Et même connecte-la et laisse-la évoluer. Ça ne va pas te tuer. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'avais pas du tout envie de parler, mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est parce que j'ai ressenti une émotion, en fait. Et je crois que tu dis que c'est parce que l'émotion n'est pas venue, on ne l'a pas laissé se dérouler qu'on souffre. Ben, moi, par exemple, quand j'étais petite, je voulais venir à Paris pour voir des stars. Il se trouve que dans la salle, j'en ai vu 50 ans après, ben, je ne suis plus la petite fille fraîche que j'étais, je suis fatiguée. Uniquement parce que j'ai refoulé beaucoup. Et notamment cette simplicité d'avoir envie de voir des stars. Et pas seulement parce que c'est pas beau, ça se fait pas et tout. C'est parce que c'est les gens que j'aimais, que j'admirais, qui me faisaient vibrer. Et bien, ce que je pense que tu dis vrai quand tu dis qu'il faut laisser l'émotion venir. Par exemple, moi, une émotion, par exemple, c'est j'ai envie de me montrer, mais en fait, j'avais très peur de me montrer. Aussi parce que finalement, derrière la peur de me montrer, il y avait, on va me rejeter, mais on va surtout, je vais me ramasser la gueule, je vais être lamentable, je vais être nulle, bref. Et tout ça, d'intervenir simplement, avec simplicité. Par exemple, il y a quelqu'un ici qui m'a touché une fois, je l'ai entendu parler, il disait que ses enfants ne voudraient jamais avoir d'autre papa que lui. Ben, moi, quand j'avais entendu ça, ça m'a réveillé le cœur. Et le cœur, c'est le truc qui ne faisait pas terriblement chez moi. Et je remercie tous les gens qui permettent d'amener de l'eau fraîche au cœur. Parce que c'est quand même de ça qu'on vit à chaque instant. À chaque instant, on vit d'un battement de cœur, et puis voilà. Ça peut être le dernier. Et bien, ça serait dommage qu'avant le dernier, j'ai pas été dire merci. Merci aussi à un acteur que je vois qui est là, que j'ai beaucoup, qui m'a fait rire, que j'ai aimé. Ben, je dis merci à tout le monde en fait. Enfin, non, pas à tout le monde, il y a des gens, j'en ai rien à foutre. Ils ont même qu'à. Bon. Il y a des gens que j'aime, qui m'ont fait vibrer dans la vie. Et puis grâce à toi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que t'es une amie, quoi. T'es pas un gourou. T'es hyper simple. C'est vraiment un contact fraternel, et non pas un contact d'autorité. C'est ça, voilà. Et je comprends bien ça. C'est ça le cœur, probablement. C'est juste, genre, tu veux de ma copine, quoi, quand on est en cours de récré. Voilà, c'est des trucs hyper simples. Le reste, on n'en a rien à branler. Voilà. Ça, c'était pour le chapitre sexe. Attendez, il y a une question. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment ça? L'arrêt du rêve est individuel. Le rêve est individuel, l'arrêt du rêve est individuel. J'ai l'impression qu'en souffrant, ça nous permet de... Oui, ça nous donne... C'est un égoïsme tordu, ce que tu es en train de dire. Et je te le dis par amour pour toi. On donne une mission à la souffrance.
parce que c'est trop souffrant. On lui donne une mission. Je vais donner comme mission à la souffrance les perceptions extrasensorielles. Je me disais, la souffrance m'a donné des perceptions extrasensorielles. C'était complètement tordu. Juste à laisser. Oui. C'est tout. Que ça. Laisser. Sinon, ça fait vraiment les saints martyrs canadiens, torturés par les Iroquois. L'éveil est là. Donne-moi ta définition de ce petit mot. Je te parle de l'état naturel de l'être humain. C'est tout. Oui. C'est tout. On ne va pas mettre un mot à connotation spirituelle. L'arrêt du rêve d'individualité. C'est soi. Être en contact avec le vivant. Juste en contact avec le vivant. C'est un miracle. Et moi, je voudrais te remercier parce que je l'ai pour te voir. Écoute, ça paraît que tu viens de Marseille. Et j'ai fait le voyage pour la première fois toute seule. Pour toi. Oui. Parce que c'est loin, Marseille. Ben pour moi, c'est Saint-Jacques de Compostelle en train papier. Oui. C'est terrible. Et j'ai dépassé ça. Je suis contente que mon personnage ait pu dépasser. Merci à toi. Eh ben, merci à toi. 5 minutes, Philippe? Parfait, j'ai bien compris. Ça fait une quinzaine d'années que je suis une psychothérapie analytique jungienne. Une psychothérapie analytique jungienne. Et parallèlement, depuis quelques années, je suis attirée par des personnes comme vous qui témoignent d'autre chose. J'ai bien conscience que ma thérapie ne sert qu'à améliorer mon histoire. Mais c'est difficile d'arrêter parce que ça peut être un chemin éternel. Le Tibet aime vivre mieux avec moi et avec les autres. Et aujourd'hui, j'en suis en point, en vous écoutant, de dire j'arrête ça et je reste dans une simplicité. Je t'invite à abandonner l'idée de décider toi-même si ça arrête ou pas. Si la thérapie te quitte, elle te quittera. On peut passer à autre chose. C'est un cadeau. Oui. Vraiment, ne te prends pas la tête avec ça. Oui, merci. Si ça quitte, ça quittera et tu le constateras. Merci. Merci à toi. On a parlé beaucoup des émotions, mais il me semble que les conditionnements ne sont pas. Ouais, c'est beaucoup plus des choses intellectuelles, des façons de voir la vie, enfin des compréhensions qui posent problème. Alors que j'ai l'impression, tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, ça revient toujours à une émotion ou aux émotions. Le côté intellectuel est la contrepartie de l'émotion. C'est pour ça qu'on parle de l'émotion. Le côté mental réactif, qui est la petite voix dans la tête, est associé à l'émotion. Quand il n'y a plus de vieilles émotions, le mental réactif se met une balle dans la tête. Cette machine à poser des questions qui harcèlent l'être humain n'est que la contrepartie des émotions. Et je peux te dire que les voix dans la tête sont toujours la voix du personnage que l'on croit être.
la vie parle pas. Donc, c'est un indice de voir qu'on est identifié. Quand la machine à poser des questions revient sans cesse, elle est toujours associée à une émotion. Une n'existe pas sans l'autre. Oui, ça c'est très important. En même temps, c'est pas nécessairement que c'est des compréhensions qui peuvent être aussi justement de voir, chercher à comprendre l'identification. C'est pas seulement la petite machine, c'est des réflexions de voir justement la petite machine mentale. C'est pour ça que j'invite les gens à accueillir ces paroles simples avec une partie simple chez l'être humain. La partie qui absorbe l'information et non pas celle qui la traite à sa façon. Merci. Merci Jean-Louis. Je vais prendre une dernière question. Mais bonjour, je voulais un peu continuer parce que c'est une question que je voulais poser depuis le début, je n'ai pas osé. Et justement, quel est le statut de la réflexion intellectuelle, du fait de construire des choses, même de la science, même du savoir sur le monde? Est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit l'idée de réfléchir sur le monde? Est-ce que... Absolument pas. L'invitation, c'est juste de regarder à quoi la réflexion est associée. L'organisme vivant a un mental fonctionnel. Ce que je parle, quand je parle du mental réactif, c'est la réaction à l'émotion. C'est la petite voix qui prétend nous guider et nous sauver. Simplement. Merci tout le monde.